بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Tout d'abord, je tiens à remercier tous les responsables ici présents, ainsi que les médecins, les vétérinaires, les ingénieurs et les techniciens d'hygiène d'avoir pris la peine de se déplacer pour participer à cette journée scientifique. Après la présentation fructueuse et enrichissante de notre cher Dr Jabari, permettez-moi de vous présenter un exposé sur l'étude comparative de la qualité bactériologique de la viande de poulet de chair dans les deux secteurs formels et informels dans les régions de Casa et Rabat. Tout d'abord, il faut savoir que la filière avicole au Maroc a connu une expansion rapide, notamment durant les dernières décennies. C'est devenu l'un des secteurs clés de l'agriculture marocaine. Plusieurs facteurs ont contribué à cette croissance spectaculaire, donc notamment la demande croissante en consommation de viande de volaille, la modernisation de l'infrastructure et bien sûr le cadre juridique et l'encadrement sanitaire. Avec une population en augmentation et une urbanisation rapide, donc la demande pour des sources de protéines abordables et accessibles, comme la viande de poulet de chair, a fortement augmenté. Donc, comme vous le voyez sur le graphe, depuis 2008, la consommation de viande blanche au Maroc n'a cessé de croître, atteignant 22,1 kg par habitant et par an en 2019. Bien évidemment, ces tendances ont influencé la production de viande de volaille, qui a enregistré une progression constante de plus de 60% depuis 2008, puis a baissé légèrement durant la période Covid et a repris sa croissance en 2023. Le secteur avicole au Maroc est régi ou encadré par un ensemble de textes législatifs et réglementaires visant à garantir la sécurité sanitaire, l'organisation du marché des produits avicoles et la protection du consommateur. Donc, notamment la loi 2807 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires, la loi numéro 4999 relative à la protection sanitaire des élevages avicoles, au contrôle de la production et la commercialisation des produits avicoles, ainsi que leur texte d'application, y compris les décrets et les arrêtés, sans oublier les circulaires, notamment celle qui nous intéresse le plus dans cette présentation, donc la circulaire du 3 mai 2019 relative aux conditions de transport, de commercialisation des volailles vivantes et celle auxquelles doivent répondre les unités d'abattage de proximité des volailles destinées aux besoins exclusifs des ménages. Ce cadre réglementaire vise non seulement à améliorer la qualité sanitaire et la traçabilité des produits avicoles, mais aussi à renforcer la durabilité d'un secteur qui joue un rôle important en matière de création d'emplois et également de contribution à la garantie de la sécurité alimentaire en protéines d'origine animale au Maroc. Malheureusement, malgré les initiatives et les efforts substantiels déployés pour structurer et développer l'avant du secteur avicole, celui-ci continue de présenter des défis majeurs. En effet, cette partie du secteur est toujours marquée par une prédominance du secteur informel, et quand on parle de secteur informel, c'est les RIHS, qui représentent quand même un taux très important, donc de 80%, ce qui complique en quelque sorte la mise en place de pratiques standardisées et de contrôle de qualité rigoureux. Le secteur informel pose de nombreux défis au développement du secteur avicole. Il limite la traçabilité des produits, ce qui a des répercussions directes sur la qualité et la sécurité alimentaire. De plus, il ne respecte pas les normes sanitaires environnementales en vigueur, mettant en danger la santé des consommateurs. Ces RIHS créent une concurrence déloyale pour les unités avicoles ayant un agrément sanitaire. Cette situation ralentit considérablement les efforts de modernisation et de professionnalisme du secteur avicole dans son ensemble. Enfin, les RIHS représentent un risque significatif pour la santé publique, notamment à travers les maladies d'origine alimentaire et plus précisément les TIAC, donc les toxi-infections alimentaires collectives, qui méritent quand même une attention très particulière. Donc, une partie de l'étude consistait à déterminer la prévalence de 3 bactéries, donc Salmonella, Campylobacter et Staphylococcus aureus, dans la viande de poulet de chair. Le choix de ces bactéries a été fait parce que Campylobacter et Salmonella comptent parmi les 4 principales causes mondiales des maladies diarrhéiques.
De plus, Salmonella et Staphylococcus aureus figurent parmi les agents pathogènes prioritaires en raison de leur résistance aux antibiotiques. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les infections causées par des pathogènes résistants aux antimicrobiens constituent une crise majeure de santé publique mondiale, exacerbée par le manque de nouveaux traitements efficaces et l'augmentation rapide des résistances bactériennes. Donc, cette étude a été réalisée au niveau de 5 villes, donc Casablanca, Mehmedia, Bouzneta, Rabat et Ben Slimane. Donc, on a prélevé 180 poulets, donc aussi bien dans le secteur, en total, dans le secteur formel et informel. Donc, au niveau du secteur formel, on a ciblé les riachettes de différentes villes, alors que pour le secteur formel, donc, on a acheté des barquettes scellées et étiquetées de viande de poulet de chair provenant de supermarchés, bien sûr. Ils s'approvisionnent en abattoir ayant un agrément sanitaire de l'ANSA. À partir de ces poulets, donc, on a prélevé des cuisses, alors que pour le secteur informel, les 3 bactéries ont été identifiées avec des prévalences de 20,55% de Staphylococcus aureus, 11,11% de Salmonella et 8,3% de Campylobacter. Donc, ces disparités s'expliquent en grande partie par les dysfonctionnements à différentes étapes du processus d'abattage au niveau des riachettes. Donc, commençons par l'étape de l'échaudage qui vient juste après la saignée. Donc, durant cette étape-là, le passage des poulets dans le bac favorise la propagation des bactéries. Les plumes étant contaminées, donc devenant un vecteur de contamination, surtout lorsque le bac est insuffisamment nettoyé et désinfecté. De plus, l'excrétion de viande due au relâchement sphinctérien représente une autre source majeure de contamination. Par la suite vient l'étape de la plumaison. Donc, lors de cette étape, les dispositifs utilisés comme illustrés sur la photo sont équipés de doigts plumeurs qui représentent un risque significatif de contamination croisée. Ces doigts sont souvent en caoutchouc et donc retiennent des contaminants fécaux facilement, donc ce qui constitue une source potentielle de propagation des micro-organismes, vu que leur matériau est difficile à nettoyer efficacement et donc ça facilite la persistance de résidus. Par la suite, il y a l'étape de l'éviscération et à ce niveau-là, ça se peut qu'il y ait une rupture de l'intestin et donc ça représente aussi un risque de contamination des carcasses par ces bactéries pathogènes. Donc, les résultats nous montrent qu'il y a un non-respect de bonnes pratiques d'hygiène dans les abattoirs traditionnels, ce qui affecte la qualité hygiénique de la viande de poulet de chair. En fait, il faut dire que lorsqu'on réalisait les prélèvements, donc, et même en fait, vu notre travail, donc même lors de nos contrôles de routine, on s'aperçoit que les locaux ne respectent vraiment pas le minimum des normes d'hygiène requises. D'autant plus que le personnel, généralement, ils ne présentent pas de carte sanitaire et donc ne sont pas soumis à un examen médical. Ceci dit, l'utilisation d'installations d'abattage modernes ainsi qu'un examen médical régulier du personnel pourrait réduire considérablement la charge bactérienne dans la viande de poulet de chair. Bien que le processus d'abattage dont je viens de parler, qui inclut les étapes précitées, se soit plus ou moins amélioré, son efficacité reste quand même limitée en l'absence des conditions post-abattage, c'est-à-dire après l'abattage. Donc, l'absence de chaîne de froid appropriée, l'alimentation électrique insuffisante et bien sûr une mauvaise hygiène au niveau des points de vente continuent de favoriser la prolifération de ces pathogènes. Et donc, la modernisation du processus d'abattage associée à une gestion rigoureuse des étapes post-abattage demeure essentielle pour réduire efficacement la contamination de la viande et assurer sa sécurité sanitaire. On a également déterminé la prévalence de ces bactéries-là en fonction de la nature d'échantillon, donc notamment la peau de cou, la cuisse et le bréchet. Et il s'est avéré que les 2 bactéries pathogènes Salmonella et Campylobacter se trouvaient avec un pourcentage élevé au niveau de la cuisse. Ceci est dû à leur proximité avec le point d'éviscération et à la manipulation maximale de la région de la cuisse. Par contre, la présence de Staphylococcus aureus était plutôt marquée au niveau de la peau de cou, et cela reflète, vu que Staphylococcus aureus est une bactérie d'hygiène, donc ça reflète les conditions d'hygiène et de manipulation médiocres.
Donc, pour conclure, le secteur informel, donc les RIHS, représente beaucoup de risques sanitaires, vu l'absence de contrôle et de surveillance réguliers. Aussi, comme on l'a constaté, il y a présence de bactéries pathogènes. Il y a aussi le manque d'application des normes d'hygiène et de sécurité sanitaire et manque de formation, de bonnes pratiques d'hygiène au sein des RIHS. Et tout cela augmente le risque de contamination alimentaire et de toxi-infection alimentaire collective. Alors que pour le secteur formel, suite aux résultats qu'on a obtenus, donc on peut dire qu'on a quand même des indicateurs positifs, vu la réduction de la présence de Staphylococcus aureus, l'absence des autres bactéries pathogènes, ce qui prouve l'efficacité des mesures d'hygiène et de contrôle sanitaire. Ça reflète également l'engagement des abattoirs agréés à respecter les normes d'hygiène en vigueur. Donc, c'est quoi la solution pour les RIHS qui existent actuellement? Donc, on doit en quelque sorte leur trouver une alternative. Donc, en fait, il y a la circulaire que j'ai citée au tout début de ma présentation, donc la circulaire conjointe numéro 128 du 3 mai 2019, donc, qui parle de reconversion des RIHS, soit en point de vente de viande de volaille ou bien en unité d'abattage de proximité. Si le local est petit, donc la reconversion en point de vente est plus simple. Et à ce moment-là, il n'y aura pas d'abattage sur place. Par contre, la viande de volaille doit strictement provenir d'abattoirs ayant un agrément sanitaire de l'ONSA. Si le commerçant souhaite garder une activité complète avec abattage sur place, là, il devra se convertir en unité d'abattage de proximité avec un investissement plus important. Mais là, il faut réceptionner la viande, les volailles vivantes et l'abattage se fait sur place pour approvisionner exclusivement les besoins des ménages. Donc là, je partage avec vous le croquis conçu par l'ONSA et d'ailleurs qui est mis à la disposition des administrations concernées. Donc comme vous le voyez, il y a deux espaces qui sont séparés. Donc on a l'espace de séjour des volailles vivantes qui communique avec l'espace de préparation de viande de volaille à travers une petite ouverture, donc une ouverture qui est réduite. Et au niveau de l'espace de préparation de viande de volaille, vous voyez bien comme quoi toutes les zones sont séparées. Donc pas séparées mais dans l'espace. Donc on a l'air de saignée, suivi par l'air d'échaudage et de buvaison avec le premier bouchage, puis l'air d'éviscération et de deuxième bouchage, finalement la paillasse de mise en sachet pour livrer au consommateur directement ou bien mettre dans le réfrigérateur en attendant la livraison au consommateur. Donc là, pour terminer, ça rentre aussi dans les recommandations, donc il faut en quelque sorte orienter les responsables. Donc pour ces activités-là, donc comme vous le savez tous, l'obtention des autorisations économiques se fait à travers un guichet unique national pour toutes les autorisations territoriales. Donc les deux activités figurent sur la plateforme, notamment la vente des viandes blanches, que ce soit le poulet abattu ou la dinde, pareil, ou bien l'unité d'abattage de proximité de volaille destinée aux besoins des ménages. Ce sont toutes les deux des activités non réglementées avec des cahiers de charges qui sont mis à la disposition du citoyen. Bien sûr, conformément à la loi 113-14 des collectivités territoriales, donc l'autorisation économique est accordée par les présidents des communes, mais après avis favorable de la commission d'hygiène, donc notamment l'Office national de la sécurité sanitaire des produits alimentaires, les bureaux communaux d'hygiène et la délégation provinciale de la santé et de la protection sociale. Je vous remercie de votre attention.